Delatte. Christophe Delatte. Je vais vous faire entrer au cœur d'une des affaires criminelles les plus palpitantes du XXe siècle. L'affaire Marie Bénard, qui se déroule juste après la Deuxième Guerre mondiale à Loudun, dans la Vienne. Marie Bénard est accusée d'avoir empoisonné à l'arsenic 13 personnes de sa famille, dont son premier et son deuxième mari. Il va me falloir du temps pour vous raconter tout ça. Je débrieferai cette histoire avec Jean-Marie Augustin, historien du droit, professeur émérite à l'Université de Poitiers. Voici le premier épisode. Je l'ai écrit avec Thomas Audouard. Réalisation Boris Paczynski. Europe 1, Christophe Delatte. Ma Marie, je t'en supplie, fais venir des religieuses auprès de moi, qu'elles viennent prier pour mon âme. Mon Léon, mais ne t'inquiète pas, ça va aller mieux, hein? Tu vas pas mourir, hein, mon Léon? Tu vas pas mourir? Tu vas rester avec nous? Je peux pas vivre sans toi, mon Léon. Je peux pas vivre encore ça une fois. Malheureusement, ma Marie, je vais passer. Je le sens. Fais venir les religieuses. C'est une question de jours, peut-être même d'heures. Mon Dieu! Je t'aime tellement, mon Léon. Je suis tellement heureuse avec toi. Depuis la mort de mon Auguste. Décidément, on dirait que le sort s'acharne sur moi et que j'ai pas le droit au bonheur. Elle est bouleversante, cette scène, qui se joue un jour d'octobre 1947 à Loudun, dans la Vienne. La pauvre Marie Bénard, qui a déjà perdu il y a 20 ans de maladie son premier mari Auguste, est sur le point de voir partir le deuxième amour de sa vie, Léon. Ça fait plusieurs semaines qu'elle le voit s'étioler sous ses yeux. Il a commencé par vomir. Alors Marie a fait venir le docteur Gallois. C'est une crise de foie. Faites-lui donc du bouillon. Et surtout qu'il se repose. Et vous verrez. Ça va passer. Mais assez vite, il a eu aussi du mal à respirer et ressenti de terribles douleurs thoraciques. Alors Marie a fait revenir le docteur Gallois. Je crains que finalement ce ne soit une angine de poitrine. Je vais lui donner des médicaments pour en venir à bout. Ne vous inquiétez pas, Marie, il devrait se remettre rapidement. Et surtout, j'insiste, il doit se reposer, ne faire aucun effort. Mais l'état du pauvre Léon a continué de s'aggraver. Alors le docteur Gallois, un peu dépassé, a fait venir l'un de ses confrères, le docteur Chauvenet, qui est chirurgien. À mon sens, c'est possiblement une urémie. Il faut faire rapidement une analyse de sang et une autre d'urine. Nous verrons bien ce que ça donne. Et quand les résultats de la prise de sang sont arrivés, eh ben ils étaient pas bons. 1,41 g d'urée. Léon souffre d'une urémie sévère. Et voilà, maintenant il ne quitte plus son lit au premier étage et son état s'aggrave un peu plus chaque jour. Et le 25 octobre 1947 à 22h, sous les yeux de Marie, en larmes, et malgré les prières d'une religieuse qui est là, au bord du lit, dans un dernier cri déchirant, Léon Bénard rend son dernier souffle. Pauvre Marie, la voilà veuve pour la deuxième fois. On dirait que le sort s'acharne sur elle. La mort il y a 20 ans d'Auguste, son premier mari, l'avait laissée complètement désemparée.
Et 20 ans plus tard, voilà que c'est son Léon qui part. Qu'est-ce qu'elle va devenir? Qu'est-ce qu'elle va devenir? Aux obsèques de Léon Bénard, qui était très connu à Loudun, il y a un monde fou. Et beaucoup sont venus pour Marie. Son sort bouleverse les gens. Rends-toi compte, là, à nouveau toute seule, une femme si gentille, si dévouée, qui n'a pour même pas d'enfant, mais que veux-tu, prions. Prions, ma chère, prions pour elle, autant que nous le pouvons. Et voilà, Léon est enterré au cimetière de Loudun, et Marie s'apprête à affronter le premier hiver sans lui. Dans son malheur, Marie a au moins une chance. Elle est à l'abri du besoin. Avec Léon, il s'était marié sous le régime de la communauté de biens. Elle hérite. Et Léon avait un joli patrimoine. Mais l'hiver arrive, et il n'est pas sûr que l'argent suffira à la consoler. Heureusement, dans son malheur, elle aura de la compagnie. Contexte. On est en 1947. C'est-à-dire 2 ans après la fin de la guerre. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais à la Libération, les soldats allemands prisonniers sont devenus pour la France une main-d'œuvre pas chère. Des sortes d'esclaves. Eh bien, en 1945, Léon a réussi à s'offrir les services de l'un de ces jeunes Allemands, Alfred. Alfred Dietz, un bien gentil garçon, allemand, mais de bonne compagnie. Marie l'appelle Adi. Il y a quelques mois, il aurait dû rentrer enfin chez lui, en Allemagne. Mais comme la loi l'y autorisait, et comme il était bien chez les Bénard, il est resté, pour au moins 1 an de plus. Et ma foi, ça tombe bien. Marie le considère un peu comme son fils. Au moins, elle ne sera pas seule cet hiver. Et puis, elle pourra aussi compter sur sa grande amie, Louise. Louise Pintou. Oh, quel malheur, ma pauvre. Perdre encore une fois ton mari, je ne sais pas comment tu vas pouvoir t'en remettre. En tout cas, tu sais que tu pourras compter sur moi, hein, comme une sœur. Comme une sœur, l'expression n'est pas du tout exagérée. Avec Louise, elles se connaissent depuis le mariage de Marie avec Léon il y a 20 ans. Louise fait effectivement un peu partie de la famille. Et d'ailleurs, elle habite une petite maison à Loudun dont Léon était propriétaire. Et depuis la mort de Léon, eh bien, elle est tout le temps fourrée chez Marie. Bon, la rumeur dit que Louise était la maîtresse de Léon. Pensez-vous que si c'était le cas, Marie serait restée avec elle, enfin? Non! Bah non! Quelques jours après la mort de Léon, Louise s'invite à déjeuner chez l'un de ses bons amis, Auguste Massip, le propriétaire du château de Montpensier à Vézières. Ah, ma Louise, quel bonheur de vous avoir à ma table pour déjeuner. Je me suis un peu imposé. Pardon, mais j'ai tant de choses à vous dire. Je me suis dit que ça vous ferait plaisir. Vous ne pouviez pas me faire plus plaisir, Louise. Que puis-je vous offrir à boire? Une orangeade? Vous en avez? Mais bien sûr. Et donc les deux se mettent à table, et assez vite, s'avirent au déjeuner de langue de pute. Alors, ma Louise, comment va cette pauvre Marie Bénard? Pauvre, elle n'est pas si pauvre que ça. Hein. Soyez indulgente, mon ami. Cette femme a subi tant de malheurs. Subi, j'en suis pas sûr. Que voulez-vous dire? C'est-à-dire que... Eh ben quoi, allez-y.
J'étais au chevet de Léon la veille de sa mort. Et, oh, je vous en prie, ne m'interrompez pas, ça n'est pas si facile à dire, hein, donc. J'étais au chevet de Léon, et il m'a dit, je cite, hein, « Ouh là là, qu'est-ce qu'on m'a fait prendre ?» Vous voulez dire, chère Louise, qu'on lui aurait fait prendre quelque chose? Un poison? Je ne sais pas, mais c'est possible. Car il m'a dit après que quelques jours plus tôt, Marie lui avait mis un liquide dans son assiette à soupe. Comprenez ce qui est en train de se passer? La soi-disant meilleure amie de Marie Bénard l'accuse à mots à peine voilés, à peine, d'avoir empoisonné son Léon. Et maintenant, ils sont deux à avoir cette hypothèse dans un coin de leur caboche. Quand on a une amie comme ça, pas la peine d'avoir. En attendant, Marie est allée chez son notaire et ça y est, elle a touché son héritage. Ça la change, hein. Elle, la fille de paysan, elle se retrouve à la tête d'une petite fortune. Attention, hein. Je ne suis pas en train de dire qu'elle aurait tué Léon pour son argent. Enfin, réfléchissez. Quand Léon était là, elle en profitait déjà de l'argent. Ils avaient tous les deux ensemble de quoi vivre jusqu'à leur mort. Et comme en plus ils n'avaient pas d'enfants, à quoi bon l'empoisonner pour l'héritage? Mais bon, de fait, elle hérite. Et quand le notaire lui présente l'addition, ma foi, elle comprend que sa vie va changer. Alors, vous êtes héritière des biens suivants. 7 maisons, 2 fermes, un hôtel, un café et 70 hectares de terres cultivables. Ah ouais, quand même. Mais là encore, mise au point. Tout ça, c'est du capital. Mais en vérité, ça ne rapporte pas grand-chose. Cela dit, si nécessaire, elle pourra vendre une des maisons, par exemple. Elle ne sait pas encore, Marie, que ça commence à cancaner dans son dos. Mais elle ne va pas tarder à le savoir. Depuis son déjeuner avec son ami Louise Pintou et les révélations qu'elle lui a faites, Auguste Massip a des états d'âme. Que va-t-il faire de ce que Louise lui a dit? Le garder pour lui? Ou aller voir le juge de Loudun et lui faire savoir ce qu'il a appris? Après quelques jours de gamberge, il finit par écrire au juge. Monsieur le juge, Madame Pintou nous a signalé au cours de sa visite le jour de la Toussaint que Monsieur Bénard lui a dit alors qu'elle l'assistait « J'ai été empoisonné. On m'a versé un bouillon dans une assiette qui contenait du liquide. C'est mon épouse Marie qui l'a fait. » Et après, conscient que l'accusation est grave et qu'elle ne tient que par le témoignage de Louise, il a cru que peut-être à ce moment-là, Léon divaguait. Et il supplie le juge de ne pas mêler Louise à tout ça. Ça sent pas bon tout ça, Marie. Ça ne sent pas bon du tout. Et voilà, le procureur a désigné les gendarmes pour mener une enquête. Et la première chose qu'ils font, c'est d'aller voir l'auteur de la lettre, Monsieur Massip. Renault. Vous les pros, vous devez sans cesse optimiser. Optimisez votre temps pour passer d'un chantier à un autre. Optimisez le chargement de votre matériel. Nouvel utilitaire Renault Kangoo Van L2 E-Tech 100% électrique est fait pour vous. Optimisez votre chargement grâce à sa longueur utile jusqu'à 3,5 mètres et son volume de chargement jusqu'à 4,9 mètres cubes. Existe aussi en motorisation essence et diesel. À découvrir pendant les jours Pro Plus du 18 au 27 octobre. Pour ceux qui ne s'arrêtent jamais. Longueur et volume selon version. Voir professionnel.renault.fr. Vous
vous nous confirmez que c'est vous qui avez écrit cette lettre au juge de Loudun, monsieur? Oui, je vous le confirme. Et vous confirmez que vous avez fidèlement retranscrit les propos de Madame Louise Patou? Je le confirme, oui, sans hésiter. Mais attention, je ne sais que ce qu'elle m'a dit, et rien d'autre. Mais je trouvais normal de le faire savoir à la justice. Mais je vous en supplie, n'impliquez pas Madame Patou dans cette affaire, ça pourrait lui causer beaucoup de tort. Il est gentil, monsieur Massip. Bien sûr que les gendarmes vont aller la voir. Madame Patou, ouvrez. Gendarmerie nationale. Au début, Louise fait mine de ne pas savoir pourquoi ils sont là. Vous enquêtez sur la mort de Léon Bénard? Ah bon? Et pourquoi? Ne faites pas votre ingénue, Louise. Ils sont déjà au parfum. Quelles étaient vos relations avec le couple Bénard, madame? Oh, excellente. On se voyait presque tous les jours. Et comment est-ce que ça se passe avec Madame Bénard, depuis la mort de son mari? Normalement, Marie et moi sommes restés en de très bons termes. Alors, puisque vous êtes proches, à quand remonte la maladie de Léon Bénard? Alors, je sais qu'un jour, il est allé dans l'une de ses propriétés, et qu'il est rentré malade, et qu'il est allé de plus en plus mal jusqu'à en mourir. Mais pourquoi est-ce que vous me posez toutes ces questions, monsieur? Eh bien, parce qu'un dénommé Auguste Massip, que vous connaissez, je pense, nous déclare dans un courrier que vous lui auriez fait des confidences, selon lesquelles Léon Bénard aurait pu être empoisonné par sa femme Marie. Mais je ne lui ai jamais dit ça. Il dit l'inverse, madame. Vous lui auriez dit qu'avant de mourir, Léon Bénard vous a fait des confidences. Confidences selon lesquelles sa femme l'aurait empoisonné au moyen d'un liquide versé dans son assiette à soupe. Mais il invente, enfin, je n'ai jamais rien dit de tout cela. Léon ne m'a fait aucune confidence sur le sujet. Ce monsieur Massip est en train de devenir fou. Je le crains. Louise vient, semble-t-il, de se souvenir que Marie était sa meilleure amie. C'est bien, Louise. C'est un peu tard, mais c'est bien. Bon, les gendarmes ont aussi interrogé le docteur Gallois. Il s'est retranché derrière le secret professionnel. Et finalement, les dénégations de Louise Patou les ont convaincus. Cette histoire ne tient pas la route. Alors ils écrivent au procureur. Nous mentionnons à votre connaissance que Madame Patou est fréquemment en congé pour neurasthénie et que Monsieur Massip est un illusionné qui a la manie d'écrire à n'importe quelle autorité, même au président de la République, pour lui exprimer sa pensée. Ils ne prennent même pas la peine d'aller voir Marie Bénard. L'affaire est classée. Et puis c'est tout. Ouf, Marie, ouf. Tu l'as échappé belle. Enfin, pour l'instant. L'affaire est classée, mais à Loudun, ça commence à jaser. Depuis que Léon est mort, ça jacasse un peu plus tous les jours, on la voit. Oh ben, avec tout ce qu'elle a hérité, la Marie, on peut avoir des doutes, non? Je veux dire, avant, elle était pauvre. Et maintenant, elle est riche. On peut avoir des doutes. T'en as pas, toi, des doutes? Tu veux dire que la Marie aurait tué Léon pour prendre sa fortune? Exactement. Ça t'a pas traversé l'esprit? Ah, si, un peu, mais j'ai écarté l'idée. Ce sont que des suppositions, ça. Y a pas de preuves. Ah, pas de preuves. Moi, j'ai entendu dire que Madame Patou savait des choses. Ah bon?
Et Marie Bénard finit par être au courant de ce qui se dit en son dos. Il paraît qu'elle s'en fiche royalement. Il faut dire qu'elle a l'habitude de faire face au ragot, Marie. Parce que depuis près de 20 ans qu'elle était mariée avec Léon, elle en a reçu des lettres anonymes. Marie, Léon vous trompe. Marie, vous avez des cornes, vous ne passez plus les portes. Marie, on sait que vous couchez avec le jeune Allemand qui vit chez vous, etc., etc. Toute sa vie auprès de Léon a été jalonnée de lettres de corbeaux. Alors qu'aujourd'hui on la soupçonne d'être une empoisonneuse, elle s'en tape le coquillard. Cause toujours, tu m'intéresses. Et voilà, l'hiver passe qu'à un quart, et puis le printemps, et puis l'été. Bon an, mal an, Marie fait face à son chagrin. Ça cancane toujours dans son dos, mais elle fait avec. 1 an après la mort de Léon, survient un événement qui va un peu changer le cours des choses. Monsieur Massip! Monsieur Massip, venez, il y a le feu! Le château de Montpensier, propriété d'Auguste Massip, est victime d'un grave incendie accidentel. Enfin, ce sont les conclusions de la petite enquête qui suit. Un neveu d'Auguste Massip aurait mis le feu par mégarde. Ça aurait pu en rester là. Sauf qu'il y a Radio Lavoir, le rassemblement quotidien des cancanières de l'Oudun. Est-ce que tu sais ce qu'on m'a dit? Non. Ben vas-y. Il paraît que la mère Bénard s'est réjouie que le château est brûlé. Oh non. Oh si, je t'assure. Elle aurait dit, il lui en arrivera bien d'autres. Oh ben celle-là, décidément, elle est capable de tout, hein. Empoisonner son mari, mettre le feu au château de celui qui l'a dénoncé. Cette femme, c'est un monstre, hein. Et bien sûr, la chose arrive aux oreilles du très procédurier monsieur Massip. Elle aurait dit ça. Qu'il m'arrivera d'autre chose. Cela même, monsieur Massip. Enfin, c'est ce que disent les gens. On est d'accord? C'est une menace à mon endroit. Oui, vous avez bien raison, monsieur Massip. Elle m'en veut parce que j'ai révélé publiquement qu'il se disait qu'elle avait empoisonné son mari. Enfin, s'il est allé jusqu'à mettre le feu à mon château, ça dépasse les bords. Mais enfin, monsieur Massip, c'est bien votre neveu qui a mis le feu par accident au château. Oui. Mais cette sorcière m'a peut-être jeté en sort. Écoutez, je vais porter plainte contre cette femme, sans tarder. Parce que, à ce rythme-là, elle va finir par m'empoisonner moi aussi, hein. Auguste Massip va donc s'épancher chez le juge, lequel ouvre une enquête. Et ça ne va pas plus loin, parce qu'aucune preuve de ces accusations. Des ragots, ce ne sont que des ragots. Au début de l'année 1949, Louise Pintou, la toujours très amie de Marie Bénard, est cambriolée alors qu'elle est en voyage dans les Vosges avec ses filles. Enfin, cambriolée, c'est un bien grand mot. Quand je suis rentré chez moi, j'ai trouvé la porte grande ouverte. Et que vous êtes volé? Volé, rien. Mais enfin, on m'a pris un de mes édredons et on l'a jeté dans le jardin. Et c'est tout. Non. On m'a aussi pris une bouteille de but à gaz et on l'a jetée dans mon potager. Mais on vous a rien volé. Volé, non, je vous l'ai dit. Mais j'ai trouvé ma maison en désordre. Mais, effectivement, non, on ne m'a rien volé. Une petite enquête est ouverte, et au cours de son interrogatoire, Louise Pintou se lâche. Il faut dire que la maison que j'occupe appartient à mon ami Marie Bénard. Et alors?
Êtes-vous au courant des affirmations qu'on m'a prêtées il y a plusieurs mois? Oui, les affirmations selon lesquelles M. Bénard avait été empoisonné par sa femme, c'est ça? Vous avez dit que ça n'avait jamais existé. Eh bien, aujourd'hui, je vous dis que ça a existé. Léon Bénard m'a dit sur son lit de mort, alors qu'il allait passer, qu'il soupçonnait sa femme de l'avoir empoisonné. Vous dites donc aujourd'hui l'inverse de ce que vous avez dit à l'époque? Oui. Est-ce que vous avez des preuves de ce que vous affirmez? Ah ben non, hein. C'est ennuyeux. C'est d'autant plus ennuyeux qu'il y a un contexte à ces accusations tardives. Marie, qui est propriétaire de la maison où vit Louise, a décidé de la vendre pour régler les frais de succession. De la vendre en viager. Mais pas à Louise, à l'un de ses nouveaux employés, Célestin. Et donc Louise va se retrouver à la rue. Est-ce que ça n'est pas pour ça qu'elle se met soudain à accuser son ami? Parce que l'autre, agacé par ses ragots, est en train de la fiche dehors, hein? Mais bon, les policiers ont maintenant la confirmation des accusations portées à l'époque par Auguste Massip. L'enquête reprend donc discrètement. Et voilà comment se réactivent, courant 1948, les soupçons vieux de plus d'un an à l'égard de Marie Bénard. Et Auguste Massip décide, avec la célérité qui est la sienne, d'apporter sa contribution à l'enquête. Je vous ai dressé ici la liste des gens de l'entourage des Bénard qui sont morts, disons, dans de mystérieuses circonstances. Jetez-y un œil, vous allez voir, ils sont nombreux. Et je me suis permis d'inscrire en vis-à-vis de cette liste ce que la mort de ces gens a rapporté aux Bénard, et singulièrement à Madame Bénard, puisqu'à la fin de cette hécatombe, elle a hérité de tout. Et la liste d'Auguste Massip est longue comme le bras. Il faut que je vous la lise, cette liste, même si elle est un peu longue. Voici les morts dans l'ordre. Auguste Antigny, son premier mari, mort officiellement de tuberculose à 40 ans. Marie Lecomte, grande-tante de Léon, morte à 90 ans. Toussaint Rivet, ami du couple, mort à 65 ans. Pierre Desvaillot, le père de Marie, officiellement mort de congestion cérébrale. Louise Gouin, grand-mère de Léon, morte à 92 ans. Léon était son légataire universel. Marcelin Bénard, père de Léon, mort en principe d'une embolie. Quand il meurt, Marie et Léon ont empoché 227 325 francs. Marie-Louise Bénard, la mère de Léon, et hop, 262 000 francs d'héritage. Lucie Bénard, la sœur de Léon, morte par pendaison. Léon a hérité de la totalité de ses biens. Blanche Rivet, amie des Bénard, morte de la tuberculose, elle leur a cédé sa maison en viager. Pauline Dobineau, cousine de Léon, morte à 88 ans, les Bénard héritent de tout. Virginie Lalleron, une autre cousine de Léon, 83 ans, ils héritent à l'époque de quelques milliers de francs. Léon Bénard, bien sûr, son deuxième mari, elle hérite de tout. Et enfin, la mère de Marie, Marie-Louise d'Aveillot, morte à 87 ans d'une grippe sévère, fille unique, Marie a hérité de tous ses biens. Au cas où vous n'avez pas compté, ça fait 13. Léon plus 12 morts dans l'entourage de Marie Bénard. Avec une réserve tout de même. Certains étaient très vieux, surtout pour l'époque. 92 ans, 90 ans, 88 ans, 84 ans. C'est un âge à peu près normal pour mourir.
Pourquoi diable est-ce qu'elle les aurait empoisonnés? Et puis, vous aurez noté qu'elle n'a pas hérité de la totalité d'entre eux. Même si elle a quand même pas mal hérité. Vous pensez qu'elle les a tous empoisonnés? Eh ben, on va voir. C'est tout l'enjeu de l'enquête qui commence. Pour commenter son histoire du jour, Christophe Ondelat reçoit un invité, acteur direct de son récit. J'ai commencé à vous raconter aujourd'hui l'affaire Marie Bénard, du nom de cette femme accusée juste après la guerre d'avoir empoisonné à l'arsenic 13 personnes de sa famille. Vous connaîtrez la fin de l'histoire après avoir entendu le deuxième épisode. Mais pour l'instant, concentrons-nous sur le début de cette affaire avec vous. Jean-Marie Augustin, vous êtes historien du droit, vous êtes professeur émérite de l'université de Poitiers. Cette affaire s'est passée dans votre région, vous la connaissez bien. Je vous pose une seule contrainte, bien sûr, c'est de ne pas raconter la suite de l'histoire. Non, je raconte rien. De ne pas évoquer la suite. Je voudrais qu'on parle d'abord des personnages qui sont à l'origine de tout, et peut-être d'abord de cette Louise Pinto. Je ne l'ai pas dit, mais elle est postière. Hein, elle est postière à Loudun. Pourquoi tant de fourberie? Pourquoi est-ce que elle invente, ou elle a l'air d'inventer, ou possiblement elle invente? Bien, c'est une amie très proche, effectivement. Bon, peut-être était-elle aussi la maîtresse de Léon, et peut-être aussi Marie et Louise se sont disputés les faveurs d'Adi, le jeune Allemand. Voilà, moi je pense que tout s'est effectivement déclenché à partir du moment où Marie a voulu récupérer l'appartement de Louise et voulait la mettre à la porte. À ce moment-là, eh bien, Madame Pinto a voulu se venger. Voilà. Et effectivement, au départ, c'est une bonne amie, mais c'est une bonne amie quand même un petit peu jalouse, et en même temps, eh bien, elle va se venger en reprenant ce qu'a pu dire aussi Auguste Massip. Je crois qu'il y a les deux aussi. Il y a Louise Pinto et Auguste Massip qui vont se faire les accusateurs, mais je pense que ça ne repose en réalité sur rien, ou simplement sur des racontards, sur des ragots, sur des commérages, effectivement, comme vous l'avez montré, et ça n'aurait pas dû aller plus loin, mais ça va aller plus loin, effectivement, à partir du cambriolage, qui n'a rien à voir. Il a existé ou pas, ce cambriolage? Ah oui, il a existé. Ou est-ce que c'est Louise qui a jeté l'édredon dans le jardin, et puis voilà? Non. Ce cambriolage a vraiment existé, mais ou du moins il y a quand même eu des constatations, il y a eu des procès-verbaux, mais je crois qu'à partir de ce moment-là, eh bien, c'est là que l'affaire est en marche. C'est à partir de là, parce que effectivement, vous l'avez remarqué, auparavant, il y avait une enquête qui avait été classée sans suite, qui n'avait pas abouti. Et là, ça rebondit, mais aussi, vous allez sans doute en parler. Je crois qu'il y a aussi les policiers et par la suite le juge d'instruction. Alors, toujours pour rester sur Louise, on dit à un moment donné, lors de la première enquête, qu'elle est souvent en congé pour neurasthénie. Il y a donc l'hypothèse aussi de quelqu'un qui est, on dirait, complètement perché, un peu cinglé. Oui, il y en a deux, hein. Parce que Massip, il n'est pas mieux non plus. Oui. C'est un personnage extravagant, comme vous avez dit, il est procédurier, c'est quelqu'un qui est assez loufoque. Là aussi, il faut quand même bien le constater. Bon, en réalité, au départ, ça ne repose pratiquement sur rien. Et ça va prendre une ampleur qu'on n'imagine pas, jusqu'où ça peut arriver. Qui a mis le feu au château d'Auguste Massip, son neveu? Ah ben, c'est prouvé aussi que je pensais moi que c'était un domestique, mais c'est peut-être son neveu, mais en tous les cas, ça a été prouvé que l'incendie a bien existé, et que ce n'est pas Marie Bénard, mais il y a cette idée, il y a le côté irrationnel aussi chez Massip. Tout à fait irrationnel, parce que il va dire que en réalité, cet incendie a été a été provoqué parce que Marie lui a jeté un sort. Oui. Alors, l'arsenic. L'arsenic, est-ce que c'est un poison à la mode après-guerre? Je pense pas. Non,
Pas du tout. Pas du tout. Il y a eu des affaires d'arsenic auparavant. Bon, la référence avant, c'est l'affaire Lafarge, en 1840. Mais il n'y a pas d'histoire d'arsenic. Et puis, il y a aussi quelque chose qu'il faut quand même remarquer. C'est vrai que elle a été prise dans un véritable tourbillon funéraire, une cascade de décès dans sa famille. Mais vous savez, beaucoup de familles ont été endeuillées à l'époque, parce qu'il y a la guerre, les bombardements, la tuberculose, etc. Pour ma part, moi, j'ai toujours vu ma mère en noir pendant cette période. Hein. Il y a eu beaucoup de deuil dans les familles. Et quand les personnes sont décédées, bon, dans l'entourage de Marie, à Loudun, bon, on s'en est pas inquiété, on s'en est même pas rendu compte, comme vous l'avez dit. Ces personnes sont mortes très âgées. Oui, alors dans la liste, il y a quand même... Elles étaient vraiment en très mauvaise santé. Dans la liste, il y a quand même quasiment que des gens qui ont plus de 80 ans. Il y en a même un qui en a 92 et il y en a une qui en a 90. C'est-à-dire aller s'étonner que ces gens-là soient morts et envisager qu'ils aient été empoisonnés est surréaliste. Ça paraît tout à fait surréaliste, oui. Oui, mais il y a cette accumulation, il y a cette liste qui est présentée par Massip, et c'est elle qui va être le fondement, finalement, de l'affaire. Il y a Léon Bénard, et puis il y a tous les autres après. Léon Bénard, le fait qu'il soit mort d'une crise d'urémie, puisqu'on a une analyse de sang qui le confirme. Oui, il est mort d'une crise d'urémie, oui. Il est vraiment mort d'une crise d'urémie. Oui. Mais vous savez aussi que dans l'entretien de la Toussaint, Massip, quand on lui dit bon, il est mort d'une crise d'urémie, Massip va prendre un Larousse médical et puis il va regarder à urémie, et puis à ce moment-là, il va dire non, ça colle pas. Et c'est machinalement qu'il va reprendre le Larousse, il va tomber sur arsenic. Et là, arsenic, il va lire à Louise Pintou, et tous les deux vont être d'accord. Mais oui, c'est ça, il est mort d'un empoisonnement à l'arsenic. Et là aussi, voyez-vous, il y a tout à fait une part d'irrationnel au départ, tout à fait. Alors l'argument, évidemment, le mobile supposé, c'est celui de l'argent. Je ne le trouve pas, moi, très convaincant, parce que au final, elle n'avait pas d'enfant. Et Non. donc, que Léon soit vivant ou mort, ça change pas grand-chose. Il vivait dans le confort, elle va vivre dans le confort, elle va pas tout d'un coup aller faire du voilier aux marquises. Elle a de quoi vivre jusqu'à la fin de ses jours, y compris si Léon est vivant. Oui, ce n'est pas convaincant, mais là encore, ça s'est passé pendant la guerre, tout ça, donc on a dit, ah oui, mais ils ont quand même gagné beaucoup d'argent, ils ont acheté des fermes, ils ont acheté des fonds de commerce, ils ont acheté des maisons, ils n'ont rien manqué pendant l'occupation. Ouais, donc, ça fait partie on les soupçonne d'avoir peu collaboré. Non, peut-être pas jusque-là, mais d'avoir gagné de l'argent, oui, certainement. Beurre, œuf, fromage, comme on disait à l'époque. Hein. Voilà, c'est ça. D'avoir profité de la guerre pour s'enrichir. Voilà, ils ont profité de la guerre. C'est ce qu'on laisse entendre aussi à cette époque. Alors, le petit contexte amoureux sexuel qui met donc en scène Louise Pintou, maîtresse de Léon, et le jeune Allemand Alfred Dietz, amant de Marie. Parce que ça, c'est un contexte. C'est prouvé, c'est pas prouvé, ce sont des supputations. On est dans le secret d'alcôve, là, si vous voulez, c'est toujours pareil. Non, ce n'est pas prouvé, mais là encore, il y a tout de même, c'est toujours pareil, il y a des ragots, il y a des rumeurs, surtout que ces questions-là ont toujours, dans les petites villes, hein, ces questions-là, bien toujours suscité l'intérêt, vous le savez très bien. Oui, en priorité. On de Latte raconte. Christophe Ondelatte. Voici la suite de notre plongée dans l'une des plus grandes affaires criminelles du XXe siècle, l'affaire Marie Bénard, du nom de cette femme accusée juste après la guerre d'avoir empoisonné à l'arsenic 13 personnes de son entourage, dont ses 2 maris successifs. Le deuxième épisode va nous conduire jusqu'au verdict plutôt inattendu. Vous verrez. Je débrieferai cette affaire avec Jean-Marie Augustin, historien du droit et professeur émérite à l'université de Poitiers. Thomas Audouard m'a aidé à écrire cette histoire. Réalisation Boris Paczynski. Europe 1,
Christophe Ondelatte. Dans l'épisode précédent, en octobre 1947, à Loudun dans la Vienne, Léon Bénard meurt des suites d'une crise d'urémie. Marie Bénard, sa femme qui a déjà perdu son premier mari 20 ans plus tôt, hérite de la totalité des biens de Léon. L'une de ses meilleures amies, Louise Pintou, prétend alors que sur son lit de mort, Léon Bénard lui a révélé qu'il pensait avoir été empoisonné par sa femme. Pendant plus d'1 an, ces accusations ne restent que des rumeurs. Et voilà qu'un ami de Louise, Auguste Massip, transmet à la justice la liste de tous ceux qui sont morts dans l'entourage de Marie Bénard, l'accusant implicitement de les avoir tous empoisonnés. L'enquête est lancée. Un juge d'instruction de Poitiers est nommé, le juge Roger. Et après, ça va vite. Madame Bénard! Oui, qui est là? C'est le garde champêtre, Madame Bénard. J'ai un pli pour vous. Ouvrez. Marie ouvre la lettre. Ça alors? Elle est convoquée demain à 14h au cimetière de Loudun pour assister à l'exhumation de son mari. Rendez-vous compte, plus d'1 an et demi après la mort de Léon, on lui inflige l'exhumation de son cadavre. C'est une horreur. Mettez-vous à sa place. Elle y va naturellement. Quand elle arrive au cimetière, ils sont déjà plusieurs à l'attendre de pied ferme. Le juge, son greffier, le maire de Loudun, le gardien du cimetière, le garde champêtre, la religieuse sœur Marie-Henri de Lacroix qui a accompagné Léon jusqu'à sa mort, et le médecin légiste, le docteur Guillon, et des fossoyeurs, bien sûr. Bien, messieurs, vous pouvez procéder à l'exhumation. On est au mois de mai, il fait chaud. Quand on sort le cercueil du caveau, une odeur s'en dégage. Pouah! Mon pauvre Léon, mon pauvre mari, s'il vous plaît, je veux le voir. Non, madame, non. Je ne vous le conseille pas. Vous ne supporteriez pas. Et le cercueil est emmené dans une chapelle voisine et ouvert. À leur point positif, le corps est magnifiquement conservé. S'il vous plaît, veuillez m'apporter les bocaux que je puisse mettre tout ce que je vais prélever pour analyse. Le légiste détache l'estomac sans difficulté, et puis les tripes et les boyaux. Au total, il prélève 21 kilos de barbac qu'il place dans 10 bocaux. Et tout ça est envoyé à un spécialiste en analyse toxicologique de Marseille qui s'appelle le docteur Béraud. On va attendre les résultats, hein? Ce sera pas long. Monsieur le juge? Oui, docteur. Bonjour. Alors? Nous avons les résultats. Entre nous, ils sont édifiants. Allez-y, je suis impatient pour tout vous dire. Nous avons relevé 19 mg 45 d'arsenic par litre de sang dans le corps de Monsieur Bénard. 19 mg 65, dites-vous? Je ne me rends pas compte. C'est beaucoup? Considérable. Assez en tout cas pour tuer un homme à petit feu. Le juge convoque immédiatement Marie Bénard et il lui dit à quelle conclusion l'expert est arrivé. J'avoue que je ne comprends pas qui a pu faire ça, monsieur le juge. Et si vous pensez que c'est moi, vous vous trompez. Madame Bénard, nous gagnerions du temps si vous reconnaissiez les faits. Reconnaître quoi? Que j'ai empoisonné Léon? Mais c'est insensé. Si vous reconnaissiez les faits, le châtiment sera forcément moins lourd. Mais Marie Bénard ne lâche pas un pouce de terrain. Un mois plus tard, 2 policiers viennent chercher Marie chez elle.
Madame Bénard! Madame Bénard! Suivez-nous. Et où m'emmenez-vous? Chez le juge Roger, madame, à Poitiers. Le juge lui repose la question. Avez-vous empoisonné votre mari? Et une fois de plus, elle répond non. Mais cette fois-ci... Bien, madame, écoutez, j'ai pris la décision de vous inculper pour le meurtre de votre époux. Inculper? Oui, madame. Et par ailleurs, je décide de votre placement en détention. Ce soir-là, Marie Bénard dort à la prison de la Pierre-Levée, à Poitiers. La première fois que le juge l'a fait extraire de sa cellule pour l'interroger, il comprend vite où il a mis les pieds. Parce que naïvement, il a décidé de la faire venir de la prison au palais de justice à pied. Sous bonne garde, mais pédibus. Ah, monsieur le juge, nous voilà. Ça n'a pas été facile, hein. À notre passage, les gens criaient « L'empoisonneuse, l'empoisonneuse !» Moi, j'ai bien cru qu'ils allaient la lâcher. Les gens sont en train de se passionner pour cette affaire. Vous croyez qu'elle a empoisonné tous ces gens ? Le juge, désormais, s'accroche à la liste que lui a aimablement dressée Auguste Massip. La liste des 12 victimes supposées, en plus de Léon. Il a décidé de les faire exhumer une par une et de faire analyser leurs viscères, une par une. Il commence par les 2 cousines de Léon Bénard, mortes coup sur coup en juillet 1945. On prélève leurs boyaux et on les envoie au docteur Bérou de Marseille. Et on enchaîne avec Blanche Rivet, amie du couple Bénard, puis avec Lucie, la sœur de Léon. Officiellement, elle est morte pendue. Je vous prie de vérifier autant que vous le pourrez, hein, si elle n'a pas été étranglée, cette femme. Et c'est à peu près à ce moment-là que l'affaire devient nationale. Monsieur le juge, regardez ce que vient de publier le magazine Détective. Oh, juste ciel. Nous ne sommes pas sortis de l'auberge. Sous le titre « L'empoisonneuse de Loudun », Détective consacre toute sa une à l'affaire. Avec une interview exclusive d'Auguste Massip, qui trône en justicier sur la première page avec une belle chemise et de magnifiques bretelles. Une belle tête de vainqueur. Dans les semaines qui suivent, tous les journaux entrent dans la valse, avec des titres qui vont marquer les esprits. Moi j'aime bien celui-là. Arsenic et vieille dentelle. En attendant de savoir si on a aussi trouvé de l'arsenic dans les autres cadavres, la presse étale la vie de Marie Bénard, en long, en large et en travers. Oh, regarde donc. Tu m'étonnes que l'argent l'intéresse à celle-là. Ses parents étaient paysans et puis ils n'avaient pas le sou. Et puis là, regarde, écoute bien. Avant elle, sa mère a donné naissance à 2 enfants morts-nés. Oh, décidément, la mort rôde autour de cette femme, hein, non? Et là, écoute bien. Ils disent que quand elle était petite, elle n'avait pas d'amis à l'école et que les autres élèves la trouvaient vicieuse, filoute et menteuse. Oh, quelle sacrée bonne femme, hein, celle-là. C'est croustillant, tout ça. Croustillant. Et après, ça enchaîne. Son premier mari, Auguste, était aussi un cousin germain. Consanguinité. Ce qui, entre nous, a assez peu d'importance puisqu'ils n'ont pas eu d'enfant. Bref. Et l'idée se répand dans les journaux que Marie n'a épousé Léon que pour son argent. Et surtout, n'allez pas dire que c'est faux. Les gens ne veulent pas l'entendre. Eh bien, moi, je vous le dis, c'est faux. Marie n'a pas choisi Léon pour le plumer. Toutes les lettres de Léon à sa future femme indiquent que c'est lui qui a choisi Marie. C'est lui qui a voulu ce mariage. Mais à ce stade, peu importe la vérité. C'est une empoisonneuse et elle a donc tous les défauts. C'est comme ça.
Pendant ce temps-là, depuis son bureau du palais de justice de Poitiers, le juge Roger continue d'exploiter à fond la liste d'Auguste Massy. Il fait sortir les cadavres de leur cercueil un par un. La mère de Marie, son premier mari, le père, la mère, la grand-mère, la grande-tante de Léon et son meilleur ami Toussaint Rivet. Et ensuite, vous voudrez bien exhumer le corps du père de Madame Bénard. Il me tarde de savoir s'il y a de l'arsenic dans ses viscères, à celui-là aussi. Et puis nous en aurons terminé, messieurs. Et nous n'aurons plus qu'à attendre les résultats des analyses. Et là, il faut quand même que je vous dise, toutes les exhumations ne se sont pas faites avec soin. Loin de là. La plupart se sont faites en dépit du bon sens. Dans certains caveaux, les cercueils étaient partis en sucette. On ne savait plus vraiment qui était qui. On s'est servi au hasard. Et puis certains médecins qui pratiquent les prélèvements ont fait ça par-dessous la jambe. Ils ont mis tout dans des bocaux en vrac, ils ont collé une vague étiquette dessus. Ça n'a pas été professionnel du tout. Au fond de sa prison, Marie apprend les exhumations une par une. Mon Dieu, que font-ils subir à mes pauvres défunts? Et on attend toujours les résultats des analyses. À Marseille, c'est encore le docteur Bérou qui est à la manœuvre. Il ouvre un par un tous les bocaux de boyaux qu'on lui a envoyés. Et il finit par rendre son verdict. Monsieur le juge, bien, j'ai trouvé de l'arsenic dans la totalité des viscères que vous m'avez soumises, monsieur le juge. Donc ils ont tous été empoisonnés, alors. Je crois qu'on peut dire ça, monsieur le juge. 6 mg d'arsenic par litre de sang dans le corps du premier mari, 35 dans le corps de la grand-tante, 27 dans celui du meilleur ami de Léon, 48 dans celui du père de Léon, 60 dans celui de sa mère, 20 et 48 dans les cadavres des deux cousines, 78 dans celui de la mère de Marie, etc., etc. Ah, la salope, la salope, la salope! Elle les a tous empoisonnés à petit feu. Ses maris, ses parents, ses beaux-parents, les amis de Léon, les tatas, les cousines. C'est phénoménal. Pour détective, Marie est désormais le démon femelle. Eh bien maintenant, il va falloir la juger, cette femelle démoniaque. Le procès de Marie Bénard s'ouvre le mercredi 20 février 1952 devant la cour d'assises de Poitiers. Des journalistes du monde entier, vous entendez, du monde entier, ont fait le déplacement. Il y a même des Américains. Faites entrer l'accusée, je vous prie. Et la voilà qui entre dans le box, tout en noir. Eh oui, elle est veuve. Et d'ailleurs, elle a recouvert sa tête d'une mantille, comme pour aller à la messe. Ce procès est d'abord marqué par une déclaration mémorable de l'expert psychiatre. Je dirais que Marie Bénard est normale, tellement normale qu'elle est anormalement normale. Jolie formule. Mais le moment clé du procès, c'est quand le docteur Bérou de Marseille, qui a expertisé tous les prélèvements et identifié l'arsenic, est appelé à la barre. Dans cette affaire, il n'y a pas d'aveu. Il n'y a pas d'autre preuve que les analyses du docteur Bérou. Or, concernant les prélèvements effectués sur Léon, eh bien, il y a un problème. Dites-moi, docteur, je lis sur procès-verbal que 10 bocaux contenant les viscères de Léon Bénard vous ont été transmis. Est-ce que vous les avez examinés tous les 10? C'est-à-dire que non, je n'ai pas pu, je n'ai reçu que 9 bocaux. Ça commence mal. Ensuite, le docteur Bérou énumère les taux d'arsenic révélés dans chacun des cadavres.
Pourriez-vous, docteur, expliquer à la Cour comment vous avez identifié la présence d'arsenic dans les viscères? Je l'ai fait à l'œil nu, Monsieur le Président. Dans les éprouvettes apparaissent des anneaux d'arsenic qui sont caractéristiques et parfaitement visibles à l'œil nu. Et là, l'un des avocats de Marie, maître Gautrat, se lève et il présente à la Cour 6 éprouvettes. Je vous demande, docteur Bérou, de bien vouloir dire à la Cour lesquelles de ces éprouvettes contiennent des anneaux d'arsenic. Allez-y, docteur, prenez votre temps. Eh bien, écoutez, la réponse est assez facile, maître. Cette éprouvette-là et celle-ci, ici. Eh bien, c'est faux, docteur Bérou. Aucune de ces éprouvettes ne contient d'arsenic. Les anneaux dans ces 2 éprouvettes sont des anneaux d'antimoine. En moins d'1 seconde, les accusations contre Marie Bénard viennent de s'effondrer. Silence! S'il vous plaît, silence! Compte tenu des éléments révélés à l'instant, nous décidons de renvoyer le procès à une date ultérieure et désignons un nouvel expert. L'audience est levée. Et en attendant, Marie Bénard retourne en prison. Quand il quitte le tribunal, le docteur Bérou est tellement secoué qu'il s'étale de tout son long. Badaboum! Il faut dire que sa réputation scientifique vient d'en prendre un coup. C'est le professeur Pied-de-Lièvre et 3 de ses confrères qui sont maintenant chargés de réaliser de nouvelles analyses. Et donc on ressort les cercueils du cimetière et on remplit encore des bocaux. Et le verdict tombe. Monsieur le juge, j'ai rencontré moult difficultés pour exploiter les prélèvements. Ma tâche n'est pas été facile, croyez-moi. Et alors, professeur, à quelle conclusion est-ce que vous êtes arrivé? Eh bien, pour les raisons que je vous ai expliquées, je ne peux confirmer la présence d'arsenic que dans le corps de 6 personnes. 6 personnes sur 12. 6 seulement? Bien. Je vous remercie, professeur. 6? Ah ben c'est moins que 12. Mais ça n'est pas rien non plus. Le procès de Marie Bénard reprend 2 ans plus tard, en 1954, à Bordeaux. Et dans son box, on note que Marie Bénard est un peu plus pleurnicharde que la première fois. Elle verse quelques petites larmes quand elle évoque ses chers défunts. Elle se tamponne le nez avec un mouchoir. On voit bien que ses avocats lui ont dit d'être plus humaine, moins froide. C'est une très bonne idée. La donne est exactement la même que la première fois. Toute l'accusation ne tient que par les expertises. Les 3 nouveaux experts en toxicologie se présentent à la barre. Et là, les avocats de Marie passent à l'attaque. Si j'enterrais un chien dans le cimetière de Loudun, professeur, pourriez-vous dire, en engageant votre honneur de savant, si ce chien, 3 ans plus tard, ne contiendra pas une quantité d'arsenic qu'il ne possédait pas avant sa mort? Autrement dit, le cadavre du chien pourrait-il être contaminé par l'arsenic amené par la terre et l'écoulement des eaux? Eh bien, c'est-à-dire que je n'en sais rien. Alors comment voulez-vous que les jurés le sachent, professeur, si vous, les savants, vous n'en savez rien? Et ponce sur le bec. Les avocats de Marie Bénard poursuivent. Docteur, pourriez-vous dire à la Cour dans quel état étaient les viscères qu'on vous a demandé d'expertiser et qui étaient contenus dans les bocaux? Je ne comprends pas le sens de votre question, maître. Vous la comprenez parfaitement, docteur. Ne racontez pas d'histoire. Les bocaux étaient-ils parfaitement étiquetés? Les viscères étaient-elles séparées les unes des autres? Étiez-vous en mesure de dire avec certitude, ces viscères sont ceux de telle personne ou de telle autre? Eh bien, c'est-à-dire que... c'est-à-dire que non. Ces soi-disant experts ne savent répondre clairement à aucune des questions. Et en plus, ils se contredisent entre eux. Les avocats de Marie décident de pousser leur avantage. Monsieur le Président, vous conviendrez que le procès ne peut pas se poursuivre dans ces conditions, avec des experts qui sont défaillants.
J'en conviens, maître, j'en conviens. J'indique donc que le procès est renvoyé à une date ultérieure. Et je missionne 3 nouveaux experts qui auront 3 mois pour rendre leur conclusion. L'audience est levée. Garde, vous pouvez emmener l'accusé. Eh oui, elle retourne en prison. Et ça commence à être un problème. Parce qu'elle n'y est pour rien, elle, si les experts sont des nulos. Et ça fait 4 ans qu'elle est en prison à attendre. Alors il est décidé qu'elle peut être libérée, mais en échange d'une caution. Une énorme caution.